Bonsoir à tous et bienvenue pour votre émission Disputandoum qui s'intéresse aujourd'hui à ceux qui se sentent les oubliés du déconfinement. Les bars, les restaurants, les discothèques, les salles de loisirs aussi indoor sont parmi les absents des dernières mesures d'assouplissement du confinement mises en place depuis le 15 décembre dernier. Alors comment vivent-ils cette période? Quelles sont leurs craintes évidemment pour l'avenir? On en parle avec mes invités ce soir. Bonjour à tous les quatre. Marianne Ladan, bonsoir, vous êtes restauratrice à Limoges et aussi membre du collectif La Révolte des Tabliers. Merci d'être parmi nous. Bonsoir Vanessa, merci à vous de nous avoir invités. Bonsoir Laurence Boblic, vous êtes présidente de la CPME de la Haute-Vienne, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci d'être là également. Bonsoir, Yannick merci. Beaujon, merci d'être là. Vous êtes responsable d'une salle de jeu, vous, indoor à Limoges. Et Pierre Bonnecorps, bonjour. Bonjour. Vous êtes patron de discothèque à Limoges également. Vous êtes délégué départemental de l'AFED de la Haute-Vienne. L'AFED, c'est l'Association française des exploitants de discothèques et dancing, le syndicat principal du secteur des boîtes de nuit. J'ai plaisir à dire le syndicat historique. Le syndicat historique. Voilà. Merci vraiment à tous les quatre d'être ici. Marianne Ladan, la date du 20 janvier pour une réouverture des bars et restaurants est abandonnée. On le sait, même si ce n'est pas encore totalement officiel depuis hier, puisque les responsables de la profession, les représentants de la profession se sont rendus à Bercy. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, vous, en ce début d'année 2021 ? Exactement comme en fin d'année 2020, parce qu'on savait qu'on ne rouvrirait pas le 20 janvier. On le sait depuis très longtemps. Si on a la chance de pouvoir ouvrir au mois d'avril et au mois de mai, on sera content, si on est encore assez nombreux, et si la trésorerie nous le permet. Mais je pense plutôt au mois de juin, ou peut-être même après l'été. Donc je ne suis absolument pas surprise, mais je ne suis pas très en forme pour autant. Oui, c'est ça. Permettre un brassage pour les fêtes, pour Noël, vous l'avez compris ? Bien sûr, évidemment. C'était difficile de faire autrement, sinon c'était une révolution, je pense, en France. Et puis on a bien vu ce que ça a donné avec, en Ille-et-Vilaine, la rave party. Les jeunes, ils n'auraient pas supporté d'être fermés pour Noël. On en a un exemple... C'est bien ce qui me fait râler, d'ailleurs, c'est que je ne comprends pas qu'on laisse faire des choses comme ça pendant 3 jours sans éteindre la lumière et que nous, on nous empêche d'ouvrir quand on peut accueillir 25 ou 30 personnes dans nos établissements avec les normes drastiques qu'on nous a imposées et que nous avons suivies. Voilà. Pierre Bonnecorps, vous reprochez aussi, vous, je crois, au gouvernement, un traitement un peu inégalitaire, selon vous, selon certains lieux, certains qui peuvent ouvrir, d'autres pas. Alors, franchement, moi, je fais partie des gens, je vais vous étonner, qui ne sont pas là pour crier au gouvernement, ça n'a rien à voir. Je pense que le gouvernement a fait pas mal d'efforts pour les structures comme la mienne, parce que j'ai la chance d'être un club. Il est évident que les grosses discothèques sont complètement dans le flou aujourd'hui et on doit pallier à une situation économique déficiente. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'a dit Marianne, ce que je reproche au gouvernement, c'est plutôt le laxisme qui transparaît sur toutes les actions qui sont préconisées à droite et à gauche. Quand on laisse ouvrir des établissements comme ça, s'ouvrir en plein air pendant 3 jours, mais qu'est-ce qu'on a attendu pour couper l'électricité, pour éviter que tous ces jeunes se frottent les uns aux autres? Bon, il faut savoir quand même que la clientèle qui va dans ce genre de soirée, ce n'est pas la clientèle des bars de nuit et des discothèques. C'est une clientèle qui est à part, qui a choisi de s'assumer dans sa recherche de son envie et puis de ses habitudes. Hein. C'est-à-dire, on sait très bien que dans ces soirées-là circule une certaine musique, circule une certaine drogue aussi. Tout le monde le sait. Et l'alcool à profusion, avec une ambiance free et libre de tous les côtés. Bon, voilà. Ce n'est pas l'ambiance d'un club, d'une discothèque ou d'un bar de nuit, ça. Alors en tout cas, c'est bien spécifique. Vous avez évoqué les aides du gouvernement. Les aides promises n'ont pas forcément apaisé la colère de nombreux patrons de restaurants, de bars ou de boîtes de nuit quand ils ont appris déjà au mois de novembre que pour eux, l'année 2020 et le début de l'année 2020 ferait rideau baissé, toujours. Et ils avaient manifesté à Poitiers. Je vous propose de regarder ce reportage de Félicie Godilla et Anaëlle Blanchard qui date du 25 novembre dernier. Regardez. Ils sont à bout. Restaurateurs, traiteurs, barman, hôteliers, tous dépités par un manque de soutien de la part de l'État et des collectivités. Les annonces du président de la République ne les ont pas convaincus. Je suis vraiment déçu. Bon, après, si c'est pour le sanitaire, je pense que c'est important d'attendre un petit peu, mais il faut pousser un peu les aides, je pense. On peut vivre que de ça, de toute façon. Il n'y a que des aides. On n'a que ça, sinon tout le monde meurt, en fait.
On est sur 3 établissements. On emploie quand même à peu près 50 personnes, voire 60 personnes sur les 3 établissements. Quand il a fallu sortir les salaires de tout le monde pour les confinements, malgré le chômage partiel n'a été remboursé qu'un mois et demi après. Donc pendant 1 mois et demi, si vous avez votre trésorerie qui est légèrement limite, vous passez dans le rouge très rapidement. Nous avons un restaurant où on devait ouvrir là au mois de novembre. Et du coup, fermeture par mesure du contexte. Et donc là, nous, on ne peut prétendre à rien, aucune aide, puisque nous n'avons pas de chiffre d'affaires. Dans la Vienne, 20 000 emplois sont directement affectés par la fermeture de leur établissement, sans compter les fournisseurs dont l'activité dépend principalement des bars et des restaurants. Une attente très forte sur la réouverture parce qu'il n'y a que ça qui nous permettra de relancer l'activité. Aujourd'hui, nous, c'est 99% de notre chiffre d'affaires qui est à l'arrêt. Tant que les bars ne réouvrent pas, je ne réouvre pas. Une délégation des syndicats du secteur a été reçue par la préfecture et le conseil départemental. Le but, obtenir des aides concrètes. Pour l'instant, on est sur des plans d'urgence, mais il faut commencer à finir de traiter l'urgence et après, il faudra traiter le cas de la relance économique du tourisme. Un tourisme qui pèse quand même entre 12 et 15% du PIB de la Vienne. Le département s'est dit prêt à investir 750 000 €, une sorte de plan Marshall, pour sauver les 2000 établissements de la Vienne. Alors, il y a eu plusieurs manifestations un peu partout en France, en novembre jusqu'à mi-décembre. Marianne Ladan, vous êtes une figure des restaurateurs de Limoges. On vous a vu on vous a vu dans la rue avec vos confrères à Limoges et même à Paris mi-décembre. C'est assez rare de voir des restaurateurs manifester. C'est exceptionnel. C'est la première fois de ma vie que je manifeste pour mon travail. Il faut vous dire quand même qu'on est des petits chefs d'entreprise parfois. C'est mon cas. Il y en a des beaucoup plus gros en restauration. Mais on n'a pas été chef d'entreprise pour avoir des aides. Enfin, moi, on m'a jamais rien donné dans ma vie, ni allocation familiale, ni, pas de travail, pas d'argent dans mon métier. En fait, c'est ça. Donc, je suis très gênée de recevoir un peu d'aide. J'ai pour l'instant eu 10 000 €, je crois, pour le mois de novembre, je sais plus. Donc ça fait pas tellement en fait depuis le mois de mars, mais j'ai emprunté tout le PGE, ce qui me permet de le prêt garanti par l'État. Exactement, pour payer toutes mes charges mensuelles. Parce que les gens comprennent pas toujours ça, ils croient que l'État nous aide beaucoup. L'État, d'abord c'est nous, s'il va bien falloir rembourser un jour. Si c'est pas nous, ce sera les générations à venir. Donc moi, ça me fait énormément inquiéter tout ça pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce que je suis grand-mère. Il y a des choses qui sont absolument pas logiques. On nous a demandé de faire beaucoup de choses quand on a rouvert l'année dernière. Après le premier confinement, exactement, des contraintes sanitaires assez strictes. Tout à fait, qu'on a respectées. Moi, j'ai pas eu de cas de Covid chez moi. On a fait très attention. Les gens étaient très respectueux, ne mettaient leurs masques. Ceux qui voulaient pas les mettre, ils étaient à la porte. Malheureusement, c'est arrivé. On a été très strict. On a fait un volume de chiffre d'affaires un peu moins important, effectivement, parce qu'on avait moins de place. On ne pouvait pas, j'ai refusé du monde. Mais bon, bon an, mal an, on avait fermé quelques mois, ça repartait, on était confiants, etc. Et puis là, on prend ça dans la figure. On s'en doutait qu'on allait, mais peut-être pas être refermé complètement. Alors c'est ça qui vous met finalement en colère, c'est que vous avez envie que le gouvernement vous laisse travailler. C'est qu'on n'a aucune visibilité. Le gouvernement n'en a pas non plus, je crois, parce que je ne vais pas les attaquer non plus. Je crois qu'ils naviguent à vue parce qu'ils ne sont pas habitués à ça et ils cherchent des solutions aussi. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on laisse des gens travailler dans certaines conditions et pourquoi nous, on nous en empêche. On sait très bien que le Covid, vous le voyez quand même depuis 2 mois, 3 mois qu'on est refermé, le Covid, ça augmente. Donc ça ne vient pas des restaurants, on est tous fermés, ni des bars, ni des discothèques. Et en même temps, Marianne, il y a une étude américaine qui est parue le 10 novembre, qui montrait juste, laissez-moi quand même en parler juste un moment, il s'agissait des bars-restaurants de lieux où le virus circulait sans qu'il y ait de contraintes sanitaires. Avec les contraintes sanitaires, selon vous, c'était tout à fait faisable de laisser vos restaurants ouverts? Mais Vanessa, je parle au nom de beaucoup de monde. J'ai un collectif d'amis et de restaurateurs, etc. On est outrés. Mais outré de voir le monde qui s'agglutine dans les métros le matin, les uns sur les autres, le monde dans les grandes surfaces, le monde qu'il y a partout. Miss France, par exemple, ça a été un sujet, une polémique encore il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. J'ai rien contre Miss France, elle est très jolie, elle est très gentille. Mais quand on voit le monde qui s'agglutine dans ces grandes surfaces, et là, tout est permis. Et nous, avec des distanciations de plusieurs mètres entre les tables, on ne peut pas rouvrir dans les boîtes de nuit. Enfin, on est chez nous, on est des patrons, on n'est pas des... On fait très attention à tout ça. Pourquoi on ne nous laisse pas... Laurence Boblic, est-ce que c'est ce que vous entendez aussi, vous qui êtes à la tête de la CPME, des patrons comme ça qui disent mais on ne comprend pas, il y a une sorte d'inégalité de traitement? Oui, tout à fait. Alors déjà, comme disait Marianne, quand on est patron, on n'attend pas les aides. En fait, on veut travailler et on veut vivre du fruit de notre travail.
Donc, aller dans la rue, c'est pas quelque chose qui est notre quotidien. La CPME a organisé effectivement une manifestation juste avant les fêtes, par solidarité, pour tous les commerces, puisqu'il n'y a pas que les restaurateurs qui sont fermés, bien malheureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers, des métiers qui vivent beaucoup moins bien cette crise Covid que d'autres. La restauration, les bars, le tourisme, tout ce qui est bar de nuit, enfin, etc. Et à côté de ça, on a des métiers qui prolifèrent et où ça se passe très bien. Mais pour en revenir à ce que disait Marianne, effectivement, il y a une incompréhension. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi on peut s'agglutiner dans une grande surface et pourquoi on ne peut pas ouvrir un restaurant. Un bar, c'est peut-être différent, mais un restaurant où les gens ont investi après le premier confinement, il faut savoir que ça a un coût. Toutes les mises en place qui ont été faites, les plexiglas, les masques, le gel hydroalcoolique, enfin, etc. Et ça a fonctionné après le premier confinement, puisque les restos ont de nouveau ouverts. Il n'y a pas eu de cluster à ma connaissance, et on les a refermés du jour au lendemain sans explication. Alors je pense que la difficulté aussi, elle est que l'État n'explique pas réellement ce qu'il fait en amont. Le couperet tombe tout de suite, sans explication. Et je pense que le français n'est pas un enfant. Il pouvait très bien comprendre beaucoup de choses, mais il faut lui expliquer. Yannick Beaujon, c'est vrai qu'on parle finalement assez peu aussi, on parle des restaurants, des discothèques aussi, peut-être un peu moins, mais on parle très peu des salles de loisirs indoor à l'intérieur. Comment vous vivez-vous cette crise ? Comme tout le monde, on la vit forcément pas bien, c'est logique. Comme elles l'ont toutes les deux clairement expliqué, on n'est pas arrivé à s'occuper de l'entreprise pour toucher les aides et rester enfermé chez nous à attendre qu'on nous autorise à réouvrir. Après, l'État fait quand même relativement bien les choses, on est relativement bien aidé. Les aides tombent avec... Bon, il y a forcément une latence entre les aides, mais ça c'est normal, on n'est pas tout seul, il y a des milliers d'entreprises en France, donc forcément les déblocages se font petit à petit. Après, de là à être obligé d'aller manifester et tout, de toute façon, ça ne changera jamais rien, faut pas se mentir. Nous, dans le loisir, de toute façon, on a toujours été après. Donc, de toute façon, nous, on râlera pas. Et nous, en plus, nous-mêmes, les lois qui nous sortent sont complètement... en fait, il n'y a rien qui est fait correctement, en fait, pour nous. C'est-à-dire qu'on est tous régis sous la même convention. Parc et loisirs. C'est-à-dire que parc et loisirs, aussi bien... Le Futuroscope, le Disneyland, le trampoline du coin, l'escape game, etc. On a tous la même convention collective. Donc le problème, c'est que rien que déjà à partir de là, comment on peut gérer un parc d'attractions qui a des milliers, comme Disneyland, d'employés, et une toute petite structure comme nous, où on est 3. Qu'est-ce que vous faites ? On reviendra aussi plus particulièrement sur vraiment la problématique des salles indoor. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Limoges ? Escape Game ? Alors, nous, l'entreprise, c'est un laser game. Donc, on a l'espace laser game. J'ai également... Dans l'entreprise, on a fait plusieurs points. C'est-à-dire qu'il y a le laser game, il y a les salles d'arcade, on a du billard, on a une licence petite restauration pour les restaurations rapides, et on a une licence 4 affiliée bar. Donc nous, dans l'entreprise, déjà, c'est encore plus compliqué pour nous parce qu'on est assimilé bar, on est salle de jeu et on a la licence restaurant. Donc on accumule tout pour bien... Tous les handicaps. Exactement. On a mis tout de notre côté et là, c'est clair qu'en ce qui nous concerne, un coup, vous pouvez rouvrir. Ah oui, mais parce que c'est les restaurants, là on peut. Ah oui, mais vous êtes loisirs, donc vous n'avez pas le droit. Ah les loisirs peuvent rouvrir. Ah oui, mais là maintenant vous pouvez pas parce que vous êtes bar. Ah d'accord. Ah donc, en fait, à chaque fois, on décale, et on l'a vu au premier confinement. On a ouvert 3 semaines après tout le monde les parcs et loisirs. Marianne Ladan, est-ce que vous avez proposé, vous, dans votre restaurant, à emporter ? Bien sûr, je l'ai fait tout le mois de novembre et jusqu'à Noël, pendant le mois de décembre. Vous avez quand même continué du coup à rentrer du chiffre d'affaires. Oui, si on veut. Certains de vos confrères préfèrent carrément rester fermés. Les salaires et les achats et voilà. Alors certains effectivement préfèrent rester fermés en disant que finalement ouvrir ça leur coûte plus cher que de faire de l'emporter. C'est un peu ça et c'est surtout que c'est très fatigant parce qu'on a ouvert avec mon chef de cuisine en partie et avec la seconde qui venait un petit peu de temps en temps nous aider et voilà. Donc c'est pas évident parce que la vente à emporter c'est des journées c'est compliqué.
Puis on n'est pas habitué à faire ça. Puis vous savez, des vols au vendredi de veau, des suprêmes de volaille au mori, enfin c'est des choses quand même qui sont un peu cuisinées, et mettre ça puis enlever ça par des livres au Uber Eats pour que ça arrive à l'envers, c'est pas... Enfin, j'ai rien contre les burgers et tout ça, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc j'ai arrêté. Mais on a essayé, on a fait, parce que par contre ça m'a redonné un peu le moral de retravailler. Oui. Il faut dire ça à mon âge. Mais Marianne, on sent aussi finalement, on parlait des manifestations qui ont eu lieu jusqu'à mi-décembre, mais on sent aujourd'hui un peu peut-être de résignation chez les professionnels de la restauration, des bars en tout cas. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous êtes résigné ? Je ne sais pas si c'est être résigné. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée. Donc, après les fêtes, probablement, pas parce que j'ai fait la bringue du tout, mais parce que j'ai travaillé, que j'ai des petits soucis santé. Non, je résignais. Je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être, vous avez peut-être raison, on attend. On attend parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quand j'entends Yannick nous dire que c'est vrai que ça ne sert à rien de manifester, on l'a vu à Paris. On était, je ne sais plus combien on était, 3000 je crois, alors c'est ça Pierre ? Alors qu'on aurait dû être, 30 000. Voilà. Mais en plus, c'était bon enfant, c'était mignon, il y avait de la musique. À part Philippe Etchebest qui est venu parler, râler, il n'y a pas tellement eu de restaurateurs parisiens qui sont venus. En fait, on est perfusés, c'est comme si on nous endormait. En attendant qu'on nous coupe la tête, qu'on leur coupe la tête, Alice. Non, je ne veux pas en rire parce que je déprime quand même pas mal en ce moment. C'est pas la grande joie, mais je veux pas me plaindre parce qu'il y a bien pire. Ce virus, c'est un virus quand même qui est grave. Il y a des séquelles qui sont importantes. Donc le gouvernement n'est pas habitué à ça. Tous les gouvernements dans le monde d'ailleurs. Et nous, en France, on peut dire qu'effectivement, on a quelques aides. Sûrement pas suffisantes pour certains, qui le sont a priori largement pour certains, puisque tu me disais Yannick que toi, quelque part tu avais plus avec les enfants, ça te couvrait largement tes frais. Nous, l'avantage c'est que nous, contrairement à la restauration, les discothèques, t'as pas de produits. On n'a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Nous, on a jeté. À chaque fois, j'ai jeté. Moi, ma matière première dans l'établissement, elle est achetée, c'est-à-dire que c'est le matériel pour faire jouer les enfants, ça a été acheté une fois. Comme vous avez acheté une fois les couverts et les assiettes, c'est fini. Sauf que à ça, il faut rajouter la nourriture, le chef qui va faire ci, qui va faire ça, les barman qui vont servir la boisson, acheter les boissons. Exactement. Nous, l'entreprise, on a acheté les gilets, c'est fini. Donc, on a fait une fois un crédit, on a fait les gilets, c'est terminé. Donc, effectivement, les aides que nous, on touche, on peut pas dire que forcément c'est le luxe et l'opulence parce que ça serait se moquer de beaucoup de personnes. Oui, mais ça nous permet si on va rester 5 mois fermés, voilà. Ça va nous permettre de tenir au moins les 5 mois sans être dans le rouge. Le problème, c'est qu'à chaque cas, pardon, je t'interromps Yannick, tu interromps souvent, c'est pas bien. Chaque personne, suivant son métier, est différente dans son âge. Dans le statut d'entreprise, dans le temps qu'elle a acheté son entreprise ou qu'elle fait fonctionner son entreprise, savoir est-ce que la personne a encore des crédits, est-ce que la personne vient d'emprunter beaucoup. Enfin, tout ça, c'est compliqué. On n'a pas été aidé par les assurances du tout. Ça, j'en veux un peu à mon assureur, quand même. Au niveau je ne demandais pas qu'il nous paye le chiffre d'affaires total, loin de là, mais qu'il nous aide un petit peu pour payer nos charges mensuelles. Parce que moi, sur mon contrat d'assurance, chez Generali, non, je ne devrais pas le dire, il y a bien marqué perte d'exploitation. Fermeture administrative, perte d'exploitation, c'est important. Donc c'est pour ça que j'ai fait partie de ce collectif avec Jean Soivy, parce qu'il défend, effectivement, il essaye de récupérer un petit peu qu'on puisse être aidé par les assurances. Vous aussi, vous êtes Pierre Buonocor, vous êtes allé manifester à Paris. Est-ce que les banques aussi sont souvent pointées du doigt en ce moment par les professionnels de la restauration, des discothèques ? Alors, j'en profite parce que je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit avant et vous verrez qu'on va arriver de facto à ce que vous dites là, à ce que vous me demandez comme question. Je rejoins mes collègues là en ce qui concerne la résignation. Quand Mme Boblik a créé avec la CPME là, cette manifestation Place Jourdan, où vous aviez été invité, d'ailleurs FR3, les quotidiens du coin, ça, tous les médias du coin, c'est bien. Tous les gros restaurateurs de Limoges étaient là pratiquement. Quand nous sommes partis à Paris, moi je m'excuse, je suis discothèque, donc je n'avais rien à faire dans ce quart-là, puisque j'estimais que c'était un produit pur restauration, café, hôtel, qui était prévu à Paris, et non pas pour les discothèques. Mais j'y suis allé quand même parce que je considère qu'une discothèque ne peut pas exister si elle n'a pas un rapport net et précis et amical avec les restaurants et les cafés de début de soirée. Donc, par connivence et par solidarité, je suis allé avec eux.
J'ai donc pris le car, nous étions une 60aine dans le car, une 20aine de personnes y sont allées par leurs propres moyens là-bas à Paris, et j'ai été étonné parce que 80 personnes de Limoges qui sont venues avec le monde qui avait Place Jourdan, ça fait un peu guignolesque, quoi, parce que où étaient passés tous les autres? Donc peu de mobilisation selon vous? Bien sûr, vraiment on n'est pas conséquent dans ces métiers-là. Arrivé à un moment, il faut savoir se prendre en compte un petit peu quand même, et puis se bouger pour ses propres affaires. Parce que déjà, quand des gens font une manifestation nationale où on décide que on est Limougeau, on n'a pas besoin d'aller là-bas parce qu'on a fait notre manifestation devant les caméras à Limoges, moi je ne suis pas d'accord. Alors voilà. Pierre, on en vient à la problématique vraiment des discothèques, peut-être encore un peu plus difficile que les restaurants, que les salles de loisirs indoor. Vous, ça fait près de 10 mois que vous êtes totalement fermé. Je vous propose, avant d'en parler ensemble, de regarder ce reportage dans lequel on vous aperçoit, Pierre, reportage de Margot Blanc-L'Oeil et Frédéric Borde qui ont rencontré plusieurs patrons de boîtes de nuit en Limousin. C'était au mois d'octobre, regardez. Contrainte au silence, depuis 7 mois, les discothèques sont dispensées de fêtes. En France, le monde de la nuit compte 1600 boîtes, 25 000 salariés et son chiffre d'affaires s'élève à 200 millions d'euros. Sauf que depuis le 15 mars 2020, le secteur demeure inerte. Au beau milieu de la campagne auviennoise, l'emblématique Acropolis conserve encore les stigmates de la dernière soirée. On a fermé le soir de l'anniversaire des 33 ans. C'est assez dur, oui. Une décision tombée comme un coup près pour tous ces professionnels. On n'avait jamais vu ça, qu'on prenne une décision comme ça, en claquant du doigt pour fermer des établissements. Et maintenant, on est encore plus triste de voir que 7 mois après, on soit considéré comme ça. On met les discothèques au banc des accusés en disant que le virus va se propager facilement chez nous. Mais par contre, sur les quais des gares, dans les métros, dans les trolley, là, ça gêne personne. On est les oubliés du confinement, du Covid, voilà. On prononce même plus le nom de discothèque. En 7 mois, pour Pierre Bonocor, Nano Faugera et Isabelle Chabas, patronne du Ladies Night à Limoges, c'est la dégringolade. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide. On nous donne 1 500 € par mois. Ça ne suffit même pas au prix du loyer. On a des frais fixes à hauteur mensuelle, approximativement à 20 000 € à rembourser par mois. Donc on pioche dans notre trésorerie, et à un moment donné, on n'en aura plus. Jusqu'à aujourd'hui, seules les discothèques sans trésorerie pouvaient obtenir une aide à hauteur de 15 000 € par mois. Depuis le 30 septembre, un nouveau décret annonce que toutes pourraient en bénéficier, seulement pendant 3 mois et sous des conditions d'application encore floues. S'ils n'envisagent pas l'avenir de la même façon, les gérants de ces boîtes de nuit espèrent être soutenus par le gouvernement pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Nous, on demanderait effectivement de pouvoir ouvrir jusqu'à au moins 4 heures du matin. Nous, on peut les accueillir dans les règles d'hygiène, dans les règles appropriées sanitaires et avec un service d'ordre comme on l'a toujours fait depuis 19 ans. Je ne me vois pas ouvrir avec un protocole sanitaire. C'est clair et net. On veut nous fermer, qu'on en assume les conséquences. Mais on ne doit pas être les dindons de la foire de toutes les entreprises françaises. Je demande qu'on nous rembourse les charges fixes pour nous permettre de tenir, si j'ai bien compris, jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. En France, déjà 82 discothèques ont mis la clé sous la porte. Une extinction silencieuse que ne voudraient pas connaître les 25 du Limousin. Depuis le mois d'octobre et le tournage de ce reportage, y a-t-il eu des changements, Pierre Bonocor? Oui, il y a eu des changements, bien sûr. Déjà, il y a plusieurs établissements qui sont venus rejoindre la cohorte des établissements fermés. Et ça, c'est une véritable catastrophe parce que notre métier est vraiment en difficulté. J'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Moi, je suis un petit club de centre-ville, d'accord. Donc, les aides de l'État aujourd'hui peuvent me convenir. Et peuvent convenir aux gens qui ont ma superficie. Vous pouvez survivre avec les aides aujourd'hui, en étant fermé complètement? On peut survivre avec les aides, exactement. À condition qu'elles en restent à ce stade-là. Mais des personnes qui ont des établissements plus conséquents, il est impossible pour eux de survivre efficacement avec le montant des aides allouées. C'est pas possible. On les a mis. On avait entendu Monsieur le maire
qui avait dit zéro recette, zéro dépense. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas parce que chaque mois, regardez, je vais vous donner un exemple simple et net, les congés payés. Alors on a mis notre personnel au chômage partiel, rémunéré donc par l'État, ce qui est très très bien, hein, j'en suis conscient. Mais à côté de ça, nous avons notre charge de congés payés. L'État a dit on va prendre 10 jours qu'on va offrir aux établissements pour pouvoir payer les salariés. Mais qu'est-ce que sont 10 jours sur une année de fermeture? Le restant des congés payés, qui doit les payer? C'est encore ça qui vient s'ajouter à ce que nous avons à sortir de notre poche tous les mois. C'est pas normal. Parce que ça ne rentre pas dans le montant des aides allouées. Ce qu'on reproche au gouvernement aujourd'hui, voyez-vous, madame, c'est que il y a des décrets qui sont officialisés lors de réunions des instances. Et quand je dis des instances, ce sont les syndicats des hôteliers, restaurateurs, discothèques, clubs, tout ça. On prend des prérogatives qui sont acceptées par le gouvernement. Et bien, quand c'est mis à l'imprimé de ces mesures, on se rend compte que beaucoup de choses ont changé. Il faut revenir renégocier. Ça reprend encore un mois et demi, 2 mois, pour repartir sur les bases qui avaient été décidées en commission. On atteint le comble du ridicule, voyez-vous. Alors aujourd'hui, un quart des discothèques sont en redressement judiciaire en France. Laurence Boblic, comment... est-ce qu'il y a beaucoup de redressement, même de liquidation judiciaire, plus que d'habitude, en fin d'année, en début d'année 2021 ? Alors, a priori, au niveau du tribunal de commerce, jusqu'à maintenant, non. Des fermetures, il y en a tout au long de l'année, mais ce sont des fermetures, malheureusement, qui ne pouvaient pas être autrement que fermées pour certaines entreprises. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de dossiers, un surplus. Par contre, où il faut être conscient, c'est que la plupart des bilans des entreprises s'arrêtent souvent au 31 décembre, pour beaucoup. Donc, ça veut dire 3 mois après, à peu près, pour avoir fait les comptes comptables, etc. Donc, je pense que fin du premier trimestre, début du second, on risque d'avoir sur les bureaux, effectivement, un empilement de dossiers. On craint, je disais, 30-40% de fermeture, carrément, de restaurants, notamment. C'est ce qu'on entend. Pour les discothèques, c'est aussi compliqué. C'est ce qu'on entend, mais je pense que toutes sortes d'entreprises, hein, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont très fragiles. Il faut dire, nous avons eu une crise en 2008. Nous en sommes sortis en 2018. Ça commençait à aller beaucoup mieux, les trésoreries commençaient à se refaire. 2 ans plus tard, la Covid. C'est un peu compliqué. Ceux qui trinquent les premiers, ce sont ceux qui n'avaient pas suffisamment de trésorerie. Tout à fait. On entend parfois peut-être des jugements un peu sévères de personnes qui disent que ce sont les mauvais gestionnaires peut-être qui ferment les premiers. Je pense qu'on ne peut pas faire une généralité de mauvais gestionnaires. Des mauvais gestionnaires, bien sûr qu'il y en a, c'est certain. Des entreprises en dehors du Covid ferment tout au long de l'année. Mais moi, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des trésoreries très tendues. Il y a de nombreuses petites PME, TPE qui avaient 1 mois, 2 mois de trésorerie en avance et qui se sont retrouvées du jour au lendemain avec 0 chiffre d'affaires, 0 € de chiffre d'affaires. Donc, je veux dire, c'est pas élastique une trésorerie. Et les banques. Alors, vous parliez tout à l'heure des banques. On n'a pas répondu à ce sujet. Les banquiers, moi, je fais des réunions régulièrement avec les banquiers, la Banque de France, etc. Ils suivent déjà les directives du gouvernement. Ensuite, ils sont là, effectivement, présents, mais ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Et quand vous avez des sociétés qui sont vraiment déjà dans la difficulté, effectivement, on dit les banquiers ne sont pas là, mais pour certains, ils ne peuvent pas être là, effectivement. Alors, donc, c'est compliqué à comprendre. Il y a ceux dont on parle finalement très peu, c'est tous ceux qui voulaient ouvrir un établissement depuis le premier confinement. Eux n'ont pas forcément droit à beaucoup d'aide, puisqu'ils ne peuvent pas se baser notamment sur un chiffre d'affaires de l'année précédente. Ceux-là sont parfois en difficulté aussi. Ah ben oui, il n'y a pas de référence. Parce que les aides qui ont été allouées, effectivement, elles se basaient sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc quand vous avez ouvert, je connais un restaurateur, je crois qu'il a lancé son restaurant le 12 ou le 10 mars, et il fermait le 15 ou le 16, enfin peu importe. Donc effectivement, la référence, il n'y en a pas. Ces gens-là, ils peuvent être que dans la difficulté. Ils ont certainement fait des investissements, des crédits. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais est-ce qu'ils pourront redémarrer ?
Point d'interrogation. Alors, s'ils n'ont pas trop fait de crédit, effectivement, ils vont pouvoir redémarrer. Par contre, s'ils sont déjà croulés sous les dettes avec 0 € de chiffre d'affaires, ça va être compliqué. Je pense que l'État va mettre en place certaines choses pour sauver un maximum d'entreprises. Où il faut quand même être reconnaissant, parce que, bon, on critique, et moi la première, quand ça ne me convient pas, critiquer l'État. Il faut quand même avoir conscience qu'on est un des seuls pays à avoir eu autant d'aides. Alors, je ne parle pas du monde entier, parce que je ne connais pas la législation partout, mais rien qu'en Europe, on est pratiquement le seul pays à avoir eu autant d'aides de l'État et aussi rapidement. Donc, alors, il y a le fonds de solidarité, il y a l'indemnisation du chômage partiel, les prêts, les PGE, les prêts garantis par l'État. Au niveau des PGE, je crois que Marianne, vous en avez contracté. Est-ce que finalement, pour certains, c'est pas reculer pour mieux sauter aussi? C'est possible. Et puis, c'est remprunter quand on n'a plus de dette et plus d'emprunt dans une affaire qu'on tient à bout de bras depuis une dizaine d'années. C'est compliqué de se dire qu'on a perdu 10 ans. C'est comme si, moi, dans ma tête, c'est comme si j'avais racheté mon affaire. Alors, vous, c'est un métier passion, oui. Comme beaucoup de restaurateurs. Oui, mais la passion, elle s'émousse, là. Vous pensez à jeter l'éponge, à mettre la clé sous la porte? Non, pas tout de suite. Tant que je ne suis pas gourmande, que je fais attention et que je n'ai pas un gros salaire, donc forcément, et je fais très attention, donc j'attends de voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Ça ne va pas durer 10 ans encore, je pense, loin de là. Mais on attend, on veut avoir des nouvelles, on veut savoir si on va pouvoir ouvrir un jour, comment ça va se passer avec les congés payés, Pierre en parlait tout à l'heure. Là, c'est hallucinant tout ça, parce que le problème est qu'on ne rentre pas un centime, même si on fait un peu de vente à emporter. Une fois qu'on a tout payé, voilà. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils croient que les restaurateurs, je le sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, vous avez de la chance, vous avez le chômage partiel, on vous aide, vous ne dépensez rien. Mais si, on a plein de choses, ne serait-ce que les mutuelles, ne serait-ce que Clésia, les retraites du personnel, etc. Tout ça, c'est nous qui le payons. C'est des choses obligatoires, l'URSSAF, etc., etc. Moi, je passe mon temps à payer. Et le chauffage, c'est quand même pas tout petit, mon restaurant. Donc, j'ai des charges. Je peux pas arrêter les frigos. Je peux pas... Enfin, tout ça, il faut le payer, l'électricité. Marianne, on sent, on sent votre mal-être. Non, mais je pense qu'on sent votre mal-être. Je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, dans votre situation. Des restaurateurs. Tous mes collègues, ils sont très mal. Moralement, c'est très, très dur. On est tous en une sorte de dépression. Oui. On se réveille les nuits avec des crises d'angoisse. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est très dur ce qu'on vit. Donc, il y a des... Vous êtes en arrêt maladie. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. Là, juste parce que je pouvais plus travailler à cause de ma main. Voilà. Et puis parce que je suis très anxieuse et que je suis en pleine déprime. Voilà. Cette anxiété, cette détresse, Laurence Boblic, vous en êtes consciente. Vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise dans cette détresse-là aujourd'hui. Oui, depuis le mois de mars, nous, au niveau de la CPME, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui a été super efficace. On n'a jamais baissé les bras, on n'a pas fermé. La CPME a toujours été présente et on a eu effectivement beaucoup d'appels de gens en grande détresse. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Eh bien, on essaie déjà de leur redonner le moral. Et puis ensuite, on a une institution qui s'appelle APESA. Un dispositif qui est né en Charente-Maritime et qui est devenu national. Tout à fait. Pour aider les chefs d'entreprise au niveau psychologique. Tout à fait, qui se développe dans tous les départements et qui est là pour aider les chefs d'entreprise au niveau, donc avec des professionnels. Parce que moi, je ne suis pas ni psychologue ni psychiatre. Donc effectivement, on peut avoir le sourire, essayer de remonter le moral, mais on sait très bien, comme le dit Marianne, les crises d'angoisse de la nuit, le réveil à 3h du matin, on y a tous eu droit. Vous craignez des gestes désespérés, voire même des suicides ? Bien sûr, et je pense que c'est malheureusement déjà arrivé. On parle des agriculteurs qui malheureusement sont très sensibles. C'est une profession très sensible à ce geste irréparable, mais je crois qu'on arrive dans une période où il n'y aura pas que les agriculteurs. Des patrons de discothèques, Pierre, il y en a qui sont arrivés effectivement à des gestes désespérés. Oui, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des grèves de la faim qui ont été jusqu'à leur ultime recours. C'est-à-dire qu'il a fallu les arrêter par décision judiciaire parce que les gens étaient à l'agonie. Alors, ça fait pas plaisir. On essaie toujours de se battre ensemble, on dit on va faire ci, on fait ça, mais on se rend compte que parfois nous nous heurtons à un mur et que ce mur est tellement haut qu'il est infranchissable. Alors aujourd'hui, on en est là. Tout à l'heure, on parlait des banques. Vous vous rendez compte que une entreprise normale aujourd'hui,
elle travaille avec des prélèvements CEPA. Ce qu'on appelle les prélèvements CEPA, ce sont les prélèvements qu'on autorise aux organismes, genre les impôts, la CIE, l'URSSAF, tout ça, c'est-à-dire des prélèvements qui sont automatiquement effectués sur notre compte professionnel. Bon. Quand on n'a pas d'argent sur le compte, quand on n'a pas eu de recettes, on n'a pas d'argent, les prélèvements sont rejetés par la banque. Il faut savoir que la banque nous prend 20, moi en ce qui me concerne, c'est 20 € par prélèvement rejeté. Vous savez que ça fait 20 € depuis un an par mois. Vous vous rendez compte la somme que ça peut faire sur une période comme ça? Donc vous ne vous sentez pas suffisamment soutenu, c'est ça, par les banques, les assurances, on l'évoquait? J'en suis réduit à dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui. Parce que là, on sait qu'on ne peut pas payer, et on nous prend encore, on nous taxe encore sur ce qu'on n'arrive pas à payer. Alors, on est obligé d'attendre. Mon collègue des Jeux tout à l'heure l'a dit. Les aides, on a quand même, c'est pas mal, on a les sous qui rentrent régulièrement, mais jamais au même moment. Il y a toujours une latence énorme entre le moment où le mois est arrivé et où on perçoit les aides. C'est pratiquement 1 mois et demi de retard. Alors, entre-temps, tous les prélèvements sont passés. Alors, si on n'a pas l'argent sur le compte, on en est réduit à devoir pleurer auprès de la banque en disant « Ne vous inquiétez pas, l'argent va arriver, mais oui, mais enfin, l'argent n'est pas là. » Et la banque rejette, effectivement, nous rejette les prélèvements, les passe pas, mais c'est 20 € à chaque fois. On comprend vos difficultés. Je voudrais qu'on évoque un peu plus précisément les espaces de loisirs qu'on a commencé à évoquer avec vous, Yannick. Les espaces de loisirs indoor, donc à l'intérieur, en France, qui représentent un secteur de 2000 entreprises, 12 000 salariés et 90 millions de visiteurs par an. On en parle peu. Et bien ce secteur lance lui aussi un cri d'alarme. Je vous propose de regarder ce reportage d'Elsa Assali et Louis Claveau en Corrèze. Regardez. Donc là, ici, par exemple, on a un mécanisme où avant, on soufflait directement avec la bouche. Et maintenant, on a dû protéger donc, avec cette petite cage et on souffle avec une pompe, par exemple, pour pouvoir actionner le mécanisme et ouvrir et déclencher ça différemment. Dans cet escape game, tout est prêt pour accueillir les clients malgré le Covid. Des mesures avaient été prises en urgence pour accueillir le public au printemps. Après un été difficile, l'activité repartait. Mais le reconfinement est un nouveau coup dur pour la structure qui fait habituellement 25% de son chiffre en fin d'année. C'est une période pour nous cruciale. Normalement, on fait pas mal de trésorerie pour le suite de l'année qui nous permet aussi de réinvestir, etc. pour la suite. Sauf que là, malheureusement, on ne sait pas du tout dans quoi on s'engage pour les prochaines semaines et mois qui arrivent. Vous en êtes où financièrement ? Depuis qu'on a réouvert, on est à peu près à moins 20%. Et si la fermeture se prolonge, c'est-à-dire qu'on va peut-être arriver à 6 mois de fermeture sur un an complet d'exercice. Pour les 2000 entreprises françaises du secteur, l'avenir est incertain. Le fonds de solidarité mensuel de 1 500 € peine à couvrir les charges fixes, qui s'élèvent en moyenne à 17 000 € par mois. La situation est critique dans ce parc de jeux pour enfants, qui reste désespérément vide. On était, avant le confinement, à moins 65% de perte de chiffre d'affaires. À aujourd'hui, c'est l'inconnu complète. On nous interdit l'accueil au public, alors qu'il n'y a pas plus de risques que dans d'autres établissements qui reçoivent du public, qu'à l'école. Les salles tiennent le coup en puisant dans leurs dernières réserves. Pour éviter une vague de fermeture, l'Association française des loisirs indoor réclame un fonds de sauvegarde de 140 millions €. Ce lundi, un amendement sera présenté en ce sens au Sénat. Alors c'était le lundi 16 novembre que cet amendement a été proposé au Sénat. Yannick, il n'y a pas de changement depuis le mois de novembre ? Ah, aucun. Nous, contrairement aux restaurants, eux, ils avaient une potentielle date de réouverture, le 20 janvier, ce qui était... On était tous d'accord pour dire que ça ne marcherait jamais. Ça a été prouvé. Nous, on n'a pas de date. Nous, on attend. Aucune visibilité. On n'a aucune visibilité. On attend. On a des décrets qui tombent. Alors là, le dernier qui est tombé pour les vacances de décembre, juste avant la fin d'année, c'était les loisirs pouvaient ouvrir uniquement avec des encadrants diplômés d'État. Bon, alors ça a duré 24 heures, parce que du coup, tout le monde a fait un peu tout ce qu'il voulait. Par exemple, un laser game qui avait un salarié qui avait le BAFA, diplôme d'État, on ouvre alors. Alors, c'était plus compliqué que ça. Ils ont rajouté des petites lignes, en disant qu'il fallait qu'il y ait une fédération, etc. Donc du coup, alors certains établissements peuvent rouvrir, ne le font pas, parce que de toute façon, économiquement, ouvrir pour 10 jours de vacances et se retrouver refermé derrière, parce que c'est exactement ce qui se passe. Dès que la rentrée recommence, on nous referme. Ça ne servait à rien. On avait le droit d'ouvrir
Si je dis pas de bêtises, alors les lasers non, mais les soccer, les trampolines, les murs d'escalade, etc., eux pouvaient rouvrir, mais uniquement pour les mineurs, uniquement pour la pratique sportive. Donc il fallait être déclaré en fédération, il fallait qu'il y ait un encadrant diplômé d'État. Non, on est dans le truc, c'est aberrant. Il y a une situation un peu spécifique aussi des salles, des espaces de loisirs indoor. Déjà, c'est une activité qui relève peut-être d'une saisonnalité inversée. Normalement, vous faites votre chiffre d'affaires peut-être plus en hiver qu'en été. Bien sûr. Alors, je parle vraiment notre entreprise, le laser, etc. Les autres, je ne sais pas forcément comment ça fonctionne. Nous, notre entreprise, elle fonctionne, on est extrêmement tributaire du temps. Il fait beau dehors, les gens ne viennent pas s'enfermer à l'intérieur. Ça, c'est logique. Les gens, ils ne vont pas venir s'enfermer. Donc, il fait froid, les gens viennent. Ça aurait été la saison idéale pour exactement. Nous, en fin d'année, on a fermé le premier confinement, c'est les 3 plus gros mois de l'année. Avril, mai, juin. C'est les 3 plus gros mois de l'année. Fermés. On ramasse. On se retrouve refermé la plus grosse soirée de l'année, Halloween. C'est la plus grosse soirée, ça dépasse le 31. On nous ferme le 30. Donc le 31, on s'assoit dessus, on n'en parle plus. Novembre, décembre, période de fête où les parents se retrouvent avec les enfants, on essaie d'occuper les enfants, on les sort, il fait froid, on vient chez nous. On est fermé encore une fois 2 mois d'affilée. On a travaillé 6 mois sur 12. Bilan comptable, on est d'accord, on va se retrouver sur du 0 à peu près. Alors l'État nous annonce qu'ils ne prendront pas en compte l'année 2020. C'est très bien, comptablement parlant, c'est génial, ils n'en tiennent pas compte. Sauf que financièrement parlant, nous, tous, on en tient compte. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas le choix d'en tenir compte. Parce que financièrement parlant, il y a un moment où... Alors peut-être votre particularité aussi, ce sont des charges fixes qui sont peut-être plus élevées qu'ailleurs, notamment à cause des loyers. Vous avez des espaces qui sont grands vous-même. Je crois que vous avez 1700 mètres carrés d'espace. 1700 mètres carrés de salle complète. Donc forcément, on a un loyer qui est proportionnel à ça. Forcément, on se suit à ça. Après, on a de la chance en province. Les loyers, soyons honnêtes, sont relativement modérés. Moins cher. Et le loyer est bien modéré. Moi, j'ai des connaissances qui ont des lasers à Paris et dans la région parisienne. On imagine à Bordeaux aussi. C'est du 37, 40 000 euros de loyer. Juste le loyer, déjà, il est aberrant. Donc déjà, pour travailler là, hors Covid, déjà, la charge fixe, elle est énorme. Donc, c'est aberrant. Ces choses-là, de base, sont aberrantes. Si on rajoute à ça, pour nous, en province, on rajoute à ça les petites charges fixes que, effectivement, s'élèvent très vite. Parce que le chauffage, un restaurant qui fait 100 mètres carrés, le temps de chauffage, etc., pour garder la chaleur, reste pour 100 mètres carrés, c'est proportionnel. Moi, j'ai 1700 mètres carrés. Il faut chauffer les labyrinthes, là où les enfants jouent, parce que comme on commence à partir de 5 ans, on ne va pas mettre un enfant de 5 ans jouer dans un labyrinthe où il fait 4 degrés. Donc il faut le chauffer faut le chauffer autant le labyrinthe que l'espace d'accueil. C'est-à-dire que le labyrinthe sert bien moins que l'espace d'accueil, parce que on ne met pas la même contenance de personnes, mais on le chauffe à la même température. Clairement, Laurence Boblik, ce sont les charges fixes qui posent aussi un vrai problème à de nombreux chefs d'entreprise aujourd'hui. Bien sûr, parce que comme le dit monsieur, les loyers sont moins élevés, effectivement, dans nos régions, mais bon... ils sont quand même élevés pour beaucoup d'entreprises, de petites entreprises. Et alors, à un moment, on a demandé effectivement aux propriétaires de bien vouloir faire un effort et diminuer. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les propriétaires, eux, ont aussi des charges, souvent des crédits. Pour certains, ça peut être une retraite. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier et dire vous êtes propriétaire, donc 0 € de loyer. Je pense que c'est du cas par cas. C'est aussi du cas par cas. Oui, mais 50% pour certains, c'est pas beaucoup. Logiquement, quand on commence à être propriétaire, crédit ou pas crédit, on commence à payer des impôts. Il y a quand même un autre problème. Il y a un autre problème que l'État n'a pas pris en compte. Par exemple, ce sont ceux qui sont propriétaires de leur SCI. Et qu'ils n'ont, eux, aucun droit de diminuer les loyers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous montez une SCI, ce n'est pas de la richesse. La plupart du temps, les SCI sont déficitaires. C'est simplement de l'immobilier. Pourquoi on n'a pas autorisé à ces gens qui ont aussi des crédits à diminuer leur loyer? Là, il y a aussi une aberration. Moi, si je peux reprocher des choses à l'État, c'est de ne pas réfléchir à
toutes les éventualités. C'est-à-dire que à tous les cas de figure, il y en a beaucoup. On vous donne une ordonnance, on vous donne une loi qui est générale, mais il y a beaucoup d'exemples particuliers. Beaucoup de spécificités. Et on n'en tient pas compte. Et ça, c'est un problème. Pierre. Alors, Laurence a raison, Madame Bobluc a raison, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça date du mois dernier, l'État a décidé que les propriétaires ne pouvaient pas mettre en justice leurs locataires qui ne payaient pas le loyer depuis le 17 octobre, et cela jusque 2 mois après la reprise de l'activité. Ça veut dire que la personne qui a voulu se monter un petit pécule immobilier en payant tous les mois, en remboursant celui-ci tous les mois, aujourd'hui se trouve sans loyer et n'a aucun moyen de faire entrer les loyers. Mais c'est une aberration technique et économique. C'est complètement faux, parce que le loyer, nous, on ne l'a pas payé parce que les charges, on n'était pas d'accord avec le propriétaire pour diverses raisons. Il nous a assigné au tribunal. Et je peux vous dire que le tribunal, il nous a assigné et il nous a clairement fait comprendre qu'on devait payer. Donc, dire que sur le papier, effectivement, les propriétaires, on ne peut pas les toucher, ils sont pas bien, les pauvres. Alors, il faut arrêter. Là, on peut couper court tout de suite. On peut couper court tout de suite à cette discussion, parce que les propriétaires, ils passent directement au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, il envoie directement à l'huissier. L'huissier, il vient frapper à notre porte et il nous dit « Vous devez régler ça dans les 3 mois ». Échéancier déposé. L'intitulé de cet article précisait bien qu'il ne pouvait pas y avoir d'actions en huisserie intentées contre le locataire déficient. Eh bien, c'est fait. Défaillant. Eh ben, c'est fait. Donc, là, je peux le dire, parce que c'est moi qui ton opération a dû être validée avant la sortie de ce décret-là. Elle a été validée, on l'a reçu le 13 novembre. Voilà. Eh bien, ça devait être juste après. C'est dans ces eaux-là. C'est pour ça que vous n'avez pas été pris en compte. Mais depuis, on peut pas dire que les propriétaires, c'est effectif. Non, mais où il faut mettre un bémol quand même, c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on est riche. Donc, il faut quand même mettre des bémols. Et c'est pas parce qu'on est restaurateur qu'on est riche aussi. Et c'est pas parce qu'on est restaurateur qu'on est riche. Tout à fait. Je pense qu'il faut regarder. Ne parlez pas tous en même temps, Laurence Bobluc. Il faut faire du cas par cas. Si vous avez les moyens de payer votre loyer, vous devez payer votre loyer. Je ne vois pas pourquoi vous ne le payeriez pas. Si vous avez des problèmes financiers et que vous ne pouvez pas le payer, c'est une autre histoire. Mais à partir du moment où on a les moyens de payer son loyer, on se doit de le faire. Tout à fait, oui. Malgré tout ça, j'ai l'impression juste, Yannick, il y a quand même des lois qui disent, jusqu'à preuve du contraire, et là, on parlait tout à l'heure des lois qui datent de très très loin, qu'on n'a pas connues réellement, mais il y a des lois qui disent en France quand même que si j'ai pas le texte exact, je serai flou à ce niveau-là, mais il nous dit quand même que si pour une raison administrative, l'entreprise ne peut pas exercer pendant un certain delta, alors je crois que c'est 2/3 de son temps dans le local qui est loué, le bailleur ne peut imposer un loyer. Laurence, vous connaissez cet article? Non. Et en plus, je ne vois pas sur quel fondement un bail, c'est signé entre un locataire et un propriétaire dans les règles de l'art. C'est approuvé. En général, vous déposez vos baux au niveau des impôts. Donc, c'est validé par les impôts. Normalement, il n'y a pas d'abus de montant de loyer. Après, il faut en discuter, bien sûr, en amont. Mais à partir du moment où vous avez un engagement financier, si vous avez les moyens de pouvoir régler votre engagement, il faut le régler. Et ce serait de toute façon peut-être transposer effectivement le problème ailleurs sur nos strates. Malgré tout cela, Yannick, moi je vous sens peut-être un peu plus serein que d'autres. Est-ce que c'est parce que vous êtes tout simplement jeune aussi ? Certainement. Jeune entrepreneur. Certainement. C'est vraiment purement cas personnel. Je me pose pas de soucis, je vais me coucher le soir et puis le lendemain matin je me relèverai. Et puis vous dites aussi qu'on a de la chance d'être en France avec les aides qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. J'ai pas assez de doigts sur les mains pour faire la liste des aides. On a le chômage, on a la sécurité sociale, on a les aides, les PGE, les machins, tout ça. Ça c'est des choses qu'on a, c'est des acquis qu'on a eu. Ce sont des prêts. Alors le PGE, un jour, il faudra le rembourser. Alors ça, ils l'ont décalé déjà d'1 an, ils vont le redécaler et ça, à mon avis, le PGE tôt ou tard, ils vont s'asseoir dessus. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais on est aidé en France, on peut pas se plaindre. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui en France, on peut pas se plaindre, c'est impossible.
Et ceux qui veulent se plaindre, on en a parlé tout à l'heure, apparemment aux États-Unis, il y a un rêve américain là-bas. Il n'y a qu'à y aller, et puis on en reparlera quand le patron il arrive le lundi, il dit toi t'es viré. Hop. C'est pas une question. Et puis le mardi il le rappelle, il dit je te reprends. En fait. Mais Yannick, la vie n'est pas aussi facile que ça quand même. C'est un peu trop extrémiste parce que pour toi ça va bien aujourd'hui, mais tu as beaucoup d'entreprises quand même. Non, attends, laisse-moi parler. Ça va pas bien. Faut pas dire que ça va bien. Tu as beaucoup d'entreprises qui sont au bord du gouffre, et là les mecs sont en train de se demander comment ils vont donner à manger à leur famille. Parce que tu as l'entreprise, mais tu as la famille à faire manger. Si pour toi ça va très bien, moi je le conçois, je dis bravo. Mais n'oublie pas que derrière, c'est pas le cas de tout le monde. Alors il ne faut pas faire des généralités comme tu le fais là, c'est pas bien ça. Ça changera. Alors là, on peut en parler pendant des heures encore, mais je suis désolé. Mais les aides, elles sont là. Et alors si ça suffit pas, effectivement, pour nourrir la famille, etc., ça c'est un autre problème. Mais par contre, il faut pas oublier que même si ça suffit pas, ils ont des aides quand même. C'est améliorable. Donc c'est améliorable, mais ils ont des aides. Donc on ne peut pas se plaindre, parce que si déjà avec des aides, ils n'arrivent pas à nourrir la famille, qu'est-ce que ça serait sans les aides ? Donc il y a un moment où on ne peut pas se permettre de se plaindre. Pour conclure, juste peut-être avec Laurence rapidement, si aujourd'hui un chef d'entreprise nous regarde, est en difficulté, c'est pas toujours simple de s'y retrouver dans les aides, il faut contacter quoi ? Son organisation professionnelle, la CPME ? Oui, syndicat professionnel, la CPME, chambre de commerce, tribunal de commerce, puisqu'il ne faut pas croire que le tribunal c'est le couperet. Le tribunal de commerce peut aider les chefs d'entreprise. Et puis il ne faut quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on a un vaccin. Donc un vaccin, c'est voir un petit peu ça, c'est une lueur d'espoir le soleil se pointer le nez, parce que alors bon, le vaccin, il y a encore des polémiques, le vaccin va pas assez vite, etc. Mais c'est quand même notre lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir. On va y croire. De toute façon, il faut qu'on continue à travailler. Le monde ne va pas s'arrêter. Donc haut les cœurs et tout le monde au boulot. On va terminer avec cette petite note d'espoir. En tout cas, peut-être juste Marie. Et génération future. Génération future, on peut pas que ce soit elle qui paye. Pour être optimiste, qu'on a tous envie de retourner danser, manger dans les restaurants, aller jouer dans les salles de loisirs. Donc merci à vous en tout cas. Je pense qu'on a bien senti quand même la détresse que vous traversez tous à différents niveaux, l'ampleur des difficultés à surmonter. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Vous pouvez revoir cette émission Disputandum sur notre site internet, sur le site de France 3, Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très bientôt et merci à vous quatre. Merci à vous. Vanessa.